En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des dictates et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un legs afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un legs, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre legs, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé. Bonjour à tous, un Zoom aujourd'hui avec notre invité André Perrin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. André Perrin, agrégé de philosophie, ancien professeur des classes préparatoires. Vous publiez cet ouvrage, préfacé d'ailleurs par Jean-Claude Michéa, Paradoxe de la pensée progressiste, le camp du bien à l'heure du woke, sur la boutique de TV Liberté. Comme d'habitude, alors justement, votre collègue et ami Jean-Claude Michéa constate ceci sur notre époque, qu'elle est marquée par un phénomène, la conversion massive des élites universitaires et médiatiques au wokisme, made in USA, une très rentable appartenance au camp du bien, dit-il. Comment alors nos élites se sont-elles converties à cette nouvelle idéologie? Comment ont-elles vendu leur âme? Disons que l'on est passé d'un progressisme traditionnel, originel, qui était celui de la philosophie des Lumières, qui était un progressisme humaniste, universaliste, attaché à la laïcité, attaché aussi à partir de l'affaire Dreyfus, au moins, à la lutte contre l'antisémitisme. Et on est passé à un néo-progressisme qui représente à tous les égards un reniement ou une trahison. On est passé de l'universalisme au différentialisme, à des idéologies communautaristes qui dirigent la société vers une certaine fragmentation. Le progressisme traditionnel était attentif aux classes laborieuses, aux classes populaires, et aujourd'hui il s'est tourné, vous connaissez le tournant en tout cas de Terra Nova, qui en 2012, où le think tank socialiste, voilà, de Michel Rocard. Voilà, c'était pas Michel Rocard qui l'a dirigé, non? Est-ce qu'il l'a dirigé? Je n'en suis pas sûr. Enfin, toujours est-il que en 2012, sûrement pas, mais ce think tank donc a pris acte de la disparition de la classe ouvrière, en tout cas du fait que cette classe ouvrière s'était détournée de la gauche, que maintenant elle votait mal et qu'elle n'était pas récupérable.
de telle sorte qu'il fallait trouver un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, eh bien, elle l'a trouvé dans toutes sortes de minorités. Alors, les damnés de la terre, les nouveaux damnés de la terre. Les nouveaux damnés de la terre, voilà. Alors, les minorités, les femmes. Alors, voilà, les femmes, bien qu'elles ne soient pas une minorité au sens arithmétique du terme, mais elles sont assimilées depuis longtemps, d'ailleurs, dans la tradition américaine, aux noirs, aux homosexuels, etc. Toutes les victimes, toutes les personnes qui peuvent se revendiquer d'une victimisation quelconque. Exactement. Et donc, c'est le principe. On est passé, si vous voulez, de la lutte des classes, qui était un petit peu l'horizon, si vous voulez, du progressisme traditionnel, à la fois, d'une part, la lutte contre toutes les discriminations, de toutes les minorités, et puis également à la lutte des races. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr toute l'idée que la République, l'Occident est fondamentalement dominateur, colonialiste. C'est donc cela qu'il doit expier, en quelque sorte. Alors, vous consacrez de nombreuses lignes à Sandrine Rousseau, la passionnariat écolo-wokiste. Qu'est-ce qui vous émeut dans son personnage? Émouvoir est un peu étonnant. Bon, je crois que ça m'amuse plus que ça ne m'émeut. C'est-à-dire que, bon, je crois qu'il faudrait... si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce que c'est une véritable... c'est une caricature. C'est une source d'inspiration. Oui, c'est une... Bon, je passe pas mon temps à parler de Sandrine Rousseau. Mais vous en parlez beaucoup, quand même. Oui. De temps à autre. Non, mais elle est le symbole de cette nouvelle idéologie, quelque part. Oui. Non, Pierre, ce qui m'a frappé le plus, c'est quand même quelqu'un qui avait un poste à l'université. Elle était maître ou maîtresse de conférences en économie à l'université de Lille, et même vice-présidente de cette université. Quand vous entendez une spécialiste de l'économie vous expliquer que les économistes libéraux ont été très influencés par le darwinisme, que Malthus et Ricardo, par exemple, ont subi l'influence de Darwin. Bon, sachant que Darwin avait 14 ans quand Ricardo est mort, bon, on se dit, c'est quand même extravagant qu'une personne puisse enseigner l'histoire de la pensée économique dans ces conditions. Voyez. Bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas tirer sur les ambulances. Alors, votre ouvrage s'inspire beaucoup de ce qu'on peut écouter sur France Culture. Pourquoi l'idéologie de gauche est-elle à ce point prégnante sur notre service public ? Alors là, écoutez, il y a toute une histoire de cela. Moi, j'ai connu une époque, c'était la fin des années, c'était les années 60, j'étais adolescent, jeune homme à cette époque, c'était sous De Gaulle, et à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, il y avait l'ORTF, il y avait un ministère de l'information qui encadrait assez fortement le service public d'information. Pour ne prendre qu'un exemple, vous savez, en 1965, il y a eu des élections présidentielles. À la surprise générale, le général de Gaulle a été mis en ballottage par un certain François Mitterrand, qui a obtenu 45% des voix. Eh bien, dans les 2 années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'aux législatives de 67, le candidat qui avait mis le général de Gaulle en ballottage n'a pas pu paraître une seule fois à la télévision. Bon, c'est une chose qui est bien sûr inimaginable aujourd'hui. Bon, donc il y avait une mainmise de l'information qui bien sûr n'avait rien de commun avec ce que l'on rencontre dans les États totalitaires, bien sûr. Mais c'était quand même assez autoritaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bon, il y a eu un certain desserrement à partir de 1974, lorsque Giscard a été élu, il y a eu une certaine libéralisation. Et puis, il y a eu le tournant de 1981, quand la gauche est parvenue au pouvoir. Et alors là, ça a été un renversement total, c'est-à-dire que le service public a été aux mains de la gauche, et on a eu essentiellement des journalistes, des animateurs de gauche là-dessus. Simplement, ce qui s'est passé ensuite, c'est que
peu importe le pouvoir politique, peu importe que le pouvoir soit celui de Mitterrand ou de Chirac ou de Sarkozy ou de Hollande, ça n'a plus rien changé. C'est-à-dire que le service public est resté très majoritairement enraciné à gauche. Alors, bien sûr, ça n'est plus la même chose que dans les années 60. Pas que le service public, d'ailleurs, hein, les journalistes sont plutôt orientés à gauche. Oui, bien sûr, oui. L'intelligentsia est classiquement de gauche, pendant que le peuple, l'électorat est de droite. Comment vous expliquez justement cette différence? C'est l'intelligentsia, on disait à une certaine époque, les 80% des journalistes sont de gauche. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Les sondages, les enquêtes qui ont été faites, il y en a une qui a été faite, elles ont été faites au moment des élections. En 2004 et en 2012, on a eu 2 enquêtes, j'en connais pas d'autres, qui montraient que celle de 2004, c'était Marianne, je crois, qui l'avait demandé. 87% des journalistes avaient voté ou s'apprêtaient à voter à gauche. Bon. Alors oui, bien sûr, ça signifie qu'il y a une coupure, effectivement, entre le peuple et les élites. Et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure à propos de Terra Nova, si vous voulez. Alors, vous évoquez aussi le cas de Thomas Legrand, ce journaliste de France Inter, qui a été pris la main dans le sac en train de s'entretenir avec des membres du Parti socialiste. Il a été suspendu pour collision, apparemment. Et lui, dans une émission, vous l'avez relevé dans votre ouvrage, fustigeait le bon sens comme vieux poncif de la pensée réactionnaire. Alors, avoir du bon sens, c'est être un réac maintenant. Oui, bon, alors oui, on voit ce qu'il veut dire, bien sûr. Pas vraiment. Bon, alors, si, quand même. Si vous voulez, c'est vrai que le bon sens peut-être, c'est quelque chose qui peut être invoqué dans une perspective anti-intellectualiste. Bon, donc effectivement, dans une perspective populiste, anti-intellectualiste, où on dénonce, si vous voulez, les ratiocinations des intellectuels abstraits, etc., bon, on peut invoquer le gros bon sens. Bon, et effectivement, c'est tout à fait contestable. Le problème, c'est que, malgré tout, le bon sens, vous savez, on l'entend invoquer dans un sens comme dans l'autre. On peut l'invoquer, il peut être invoqué par la droite ou par la gauche. On parle souvent du bon sens paysan. C'est ça qui les dégoûte, les gauchistes, d'avoir un raisonnement qui découle de quelque chose d'assez immédiat? Oui, bien sûr. Je termine sur le bon sens, parce que je crois que c'est quand même intéressant. Bon, le bon sens, ça peut être invoqué pour dire, c'est un slogan que vous connaissez, il y a autant de chômeurs, il y a autant d'immigrés, il n'y a qu'à éliminer les immigrés et il y aura du travail pour tous. Mais ça peut être utilisé pour dire... C'est ce que disait Georges Marchais, d'ailleurs. Voilà, il l'avait dit lui aussi, bien sûr. Mais ça peut être utilisé pour dire si on veut résoudre le problème du chômage, eh bien, il n'y a qu'à réduire le temps de travail. Si on passe à 35 heures ou à 30 heures, on partage, il y aura du travail pour tous. Ça, c'est le bon sens. Voyez ? Donc, le bon sens peut être invoqué par la démagogie populiste, aussi bien à gauche qu'à droite. Bon. Donc, si c'est cela qu'on critique, très bien. Bon, maintenant, non, je crois que le passage auquel vous faites allusion, c'est un peu différent, c'est que pour faire sa critique du bon sens, Thomas Legrand, comme il le fait très souvent, parce qu'il cherche à montrer qu'il a des lettres, et malheureusement, chaque fois qu'il le fait, il se plante. Alors là, il invoquait Descartes, et il citait d'ailleurs de manière tronquée Descartes, et d'une manière qui prouve qu'il ne l'a jamais lu, et qu'il ne sait pas ce que veut dire le bon sens chez Descartes. Bon, c'est pour ça que je l'avais épinglé. Mais enfin, écoutez, c'est un petit peu comme Sandrine Rousseau, on ne doit pas, j'ai peut-être tort parfois de trop tirer sur les ambulances. Alors vous dites, vous êtes reconnu, André Perrin, dans les valeurs de la gauche quand vous avez commencé votre vie de citoyen, mais vous avez constaté qu'elle s'est reniée depuis sur bien des aspects. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la tangente ? Écoutez, pourquoi ? Le virage wokiste. Oui, écoutez,
Et pourquoi je ne l'ai pas suivi? Je ne sais pas, parce que d'abord j'avais des raisons de penser ce que je pensais quand j'étais attaché précisément à l'universalisme, à la laïcité, à la lutte contre l'antisémitisme, à la foi dans la science et dans les vertus émancipatrice du savoir, d'autant plus que j'étais professeur. Bon, c'était quand même très important. Moi, j'ai été nourri, par exemple, par la pensée de Condorcet, qui a très bien montré comment, quel est le lien étroit qu'il y a entre l'instruction publique et le citoyen, la naissance du citoyen, pour reprendre le titre d'un livre de Catherine Kinsler. Bon, voilà, si on veut que les hommes puissent être des citoyens, ils ne peuvent pas rester dans l'ignorance. Et l'instruction est là pour mettre l'ignorant à égalité avec le savant, et ce faisant, eh bien, elle empêche l'ignorant d'être dominé par le savant. Or, qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 70? Il s'est développé, et en particulier à l'intérieur de l'école, une idéologie selon laquelle le savoir serait suspect, le savoir serait aliénant, parce que savoir c'est pouvoir, et le savoir c'est un instrument de domination. Et c'est donc l'instrument des classes dominantes qui disposent du capital culturel, de telle sorte qu'à l'école, eh bien, il va falloir justement s'en prendre au savoir, parce qu'il y a un avantage qui est donné aux classes dominantes et dont les autres sont dépourvus. D'où toutes sortes de politiques démagogiques, méprisantes pour les enfants du peuple, qui seraient, paraît-il, inaptes à accéder à la culture qu'on appelle culture bourgeoise. C'est comme cela que vous avez un célèbre pédagogue qui, et ça c'était 20 ans avant la sortie de Sarkozy sur la princesse de Clèves, mais ce pédagogue très en cours et très bien implanté dans l'éducation nationale, préconisait qu'on enseignât le français aux élèves des milieux populaires à partir de contrats d'embauche, de modes d'emploi, etc., parce qu'ils ne sont pas capables de lire La princesse de Clèves, Racine, etc. Vous voyez ? Alors, on entend souvent parler des fameux discours de haine qu'on attribue à l'extrême droite. Comment se comporte la gauche de son côté dans sa rhétorique et même dans son action ? Écoutez, alors sa rhétorique, alors la gauche, bon, on ne peut bien sûr pas mettre toute la gauche dans le même sac. Il y a des gens tout à fait modérés, raisonnables à gauche, mais vous avez quand même une irruption depuis quelques années à l'Assemblée nationale d'un groupe qui est celui de LFI. Et alors là, en matière d'expression de la haine, il fait une concurrence non seulement très rude, mais tout à fait victorieuse par rapport aux courants qu'il dénonce et auxquels il attribue la haine, qui apparemment sont quand même... Bon, il y a des débordements de temps en temps de tous les côtés, mais enfin... les clameurs de haine, alors j'en ai donné plusieurs exemples dans mon livre. Alors le wokisme, évidemment, venons-y, vous parlez d'une véritable révolution en parlant de ce nouveau phénomène. Pourquoi cette révolution, vous dites qu'elle est pire que celles qui l'ont précédée, à savoir la Révolution française, la Révolution bolchevique ? Oui, alors je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit cela. Enfin, disons qu'elle... Bon, les précédentes avaient au moins, si vous voulez, elles s'enracinaient dans une tradition qui avait une certaine volonté d'émancipation universelle. Bon, avec la révolution woke, c'est exactement le contraire. C'est une fragmentation totale de la société, du corps politique, avec des communautés qui réclament à l'infini qu'on reconnaisse leur existence, leurs droits, leurs avantages, leurs privilèges, etc. Alors, le clivage droite-gauche, vous y venez aussi dans votre ouvrage, André Perrin. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Certaines personnes renient, rejettent ce clivage, d'autres continuent de dire « je suis de gauche, je suis de droite ». Comment classe-t-on les gens qui rejettent, par exemple, ce clivage ? Écoutez, oui, j'avoue que le clivage droite-gauche, bon...
quel sens a-t-il? Or, bon, dans mon livre précédent, dans l'avant-propos, j'avais essayé de dire qu'on pouvait bien sûr lui trouver un certain sens. Mais, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, dans la bouche de ceux qui l'utilisent, il est davantage une sorte de marqueur de moralité. Dans un ouvrage précédent, j'avais rapporté une anecdote personnelle. Un jour, c'était dans le cadre d'un repas amical avec des collègues. Et alors j'ai eu une ancienne collègue proclame très fortement son appartenance à la gauche. Bon, alors je lui demande. Oui, ils sont toujours très fiers d'appartenir à la gauche, les gens de la gauche. Exactement. Nous, la gauche. Voilà, alors je me permets de lui demander ce que c'est qu'être de gauche et ce qui distingue être de gauche et être de droite. Et alors elle me dit, mais c'est très simple, quand on est de gauche, eh bien on est pour la liberté, pour l'émancipation des travailleurs. Oui, le droit de l'homme, la démocratie. Voilà, on est pour la justice, on est pour l'altruisme, etc. Alors je dis donc que quand on est de droite, c'est l'inverse. C'est le contraire. Donc quand on est de droite, on préfère on préfère la servitude à la liberté, on préfère l'injustice à la justice, on préfère l'égoïsme à l'altruisme. Alors je veux dire, en gros, être de gauche, si je comprends bien, c'est être pour le bien et contre le mal. Je dis moi aussi, je préfère le bien au mal et je pense que je suis pas le seul en France si c'est ça être de gauche, alors là, la gauche est très 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 majoritaire en France. Vous voyez, ça veut dire, voilà. Donc c'est une manière de se définir soi-même sur un plan moral et de prendre une posture avantageuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être de gauche ? Bon, moi je peux. Alors, il faudrait donner des critères précis. Bon, parce que moi, en ce sens-là, je suis de gauche. Alors évidemment, si on me demande, est-ce que vous êtes un humain supérieur aux autres, voilà. De gauche, en fait. Voilà. Alors, si on me demande, est-ce que la différence, il faudrait des critères précis. Est-ce que la différence entre la gauche et la droite, par exemple, c'est quand on est de gauche, on est pour l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Bon, ça, moi, c'est un critère clair. Alors, si c'est ça, je vais dire, là, moi, je ne suis pas de gauche. Mais je peux vous présenter des quantités de gens qui appartiennent et qui sont des militants de gauche, qui vous donneront la même réponse, et qui en témoignent d'ailleurs quotidiennement lorsqu'ils sont au pouvoir. Bon, voilà, il serait intéressant d'avoir des critères, et là, on verrait ce qu'il en est, si vous voulez, de cette distinction entre droite et gauche. Alors, c'est un peu anecdotique, mais vous tapez sur le journal Libération quand il accable le clergé catholique pour des actes de pédophilie. Oui. Qu'est-ce qui vous choque, là ? Alors, ce qui me choque, si vous voulez, bien sûr, les actes de pédophilie sont tout à fait sont condamnables, et ils sont tout à fait condamnables lorsqu'ils viennent de la part du clergé. Bon, il faut quand même peut-être rappeler que l'immense majorité des actes de pédophilie ne sont pas commis par des membres du clergé, puisque ce sont des actes qui ont lieu dans un cadre familial, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, les pédophiles sont des pères, des frères, des oncles, etc. Tout cela d'ailleurs a été, ça figure dans toutes sortes d'études, mais ça a été rappelé dans le fameux rapport Sauvé sur... alors, ce qui est choquant, si vous voulez, dans le cas de Libération, c'est quand même que Libération a très peu de mémoire. C'est que les actes en question, d'ailleurs, quand on regarde, ils sont pour la plupart assez anciens. Pour les plus anciens, c'est des actes qui remontent à 50 ans. Et le problème, c'est que à la même époque, Libération... Mais à la même époque, Libération se livrait à une apologie frénétique de la pédophilie. Il faut relire les articles de Libération, les couvertures de Libération. J'ai encore en mémoire, je l'ai cité d'ailleurs dans un livre précédent, cette image où on voyait une petite fille pratiquant une fellation avec au-dessus « Apprenons l'amour à nos enfants ». Un autre article où on décrivait avec une extrême complaisance un jeune homme qui entretenait des relations
avec la petite fille, la fillette de sa maîtresse, qui lui... et c'était... enfin, le portrait qu'en faisait Libération était admiratif. Bon, voilà. Donc, et les actes que dénonce Libération... Ou encore cette pétition que Libération fait signer par tout un tas d'intellectuels, dont Françoise Dolto, la grande pédopsychiatre, qui appelait à des peines plus douces pour les pédocriminels. Bien sûr, bien sûr. Libération avait republié la fameuse pétition du Monde, parue la veille, pour défendre Gabriel Matzneff. Bon, aujourd'hui, ils accablent Gabriel Matzneff. Bon, il y a peut-être des raisons de l'accabler, mais enfin, de la part de Libération, c'est quand même, ils ne sont pas les mieux placés pour le faire, et pour le faire avec une telle virulence et aussi peu de mémoire. D'autant plus qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ont abrité dans la rédaction de leur journal un pédophile dont tout le monde savait qu'il était pédophile, et ça a été le blackout, le silence. Et Libération n'a reconnu ce fait-là qu'en 2020, c'est-à-dire à une époque où la commission d'enquête sur la pédophilie était déjà en train de travailler. Vous voyez ? Ce qui est bien, c'est que quand on est de gauche, ça permet de dire tout et son contraire, et en fait de ne jamais être responsable de quoi que ce soit. Oui, alors de gauche, bon, il y a peut-être des gens de droite qui peuvent faire la même chose. Hein, oui, bien sûr. Bon, ça c'est... Non, mais ils prétendent tellement appartenir à avoir une morale supérieure à tout le monde. Oui. Terminons avec Orwell, que vous citez, et qui disait que la capacité de résister à l'idéologie dépend plus d'un véritable effort moral que de compétences intellectuelles. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Oui, enfin, d'ailleurs c'est Michéa qui cite Orwell, hein, qui rappelle ça, bon, dans la presse, dans une préface. Bon, oui, si vous voulez. La preuve en est, c'est que le wokisme, nous le voyons répandu, par exemple, dans les universités. Nous le voyons répandu chez des universitaires dont certains sont très très loin d'être des imbéciles. Ce sont des gens qui ont une grande compétence intellectuelle, et qu'ils puissent en arriver à énoncer des absurdités ou des contre-vérités où c'est énorme. Bon, ça ne peut pas s'expliquer par un défaut sur le plan intellectuel. C'est donc que la racine est ailleurs. Elle est davantage d'ordre moral. Comment définiriez-vous, André Perrin, ce qu'est devenu le progressisme ? Ce qu'il est devenu, il reste encore quelques intellectuels qui sont fidèles à ces valeurs originelles. Il y a quelqu'un qui est disparu récemment, que j'aimais beaucoup, qui était Jacques Julliard. Il faut lire son livre « Comment la gauche a déposé son bilan », qui montre très bien quelle a été cette évolution depuis le progressisme des Lumières jusqu'au wokisme actuel. Bon, vous avez Michéa, vous avez Catherine Kinsler, vous avez Nathalie Hennig, vous avez des gens qui appartiennent à la gauche et qui, pour certains, ont à cœur de se dire de gauche. C'est le cas de Nathalie Hennig, et qui continuent à défendre, si vous voulez, une tradition qui était celle des Lumières. Non, mais là, vous répondez à l'envers. Moi, je vous demande une définition de ce qu'est devenu le progressisme, pas de ceux qui sont de gauche et qui s'opposent. Ce qu'il est devenu, il est asservi aujourd'hui à la pensée woke. Il est pénétré, imprégné du wokisme. Voilà, c'est ça qu'il est devenu. Merci André Perrin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Paradoxe de la pensée progressiste, préfacé par Jean-Claude Michéa, Le camp du bien à l'heure du woke. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur.